Très loin d'ici, à l'ouest de notre île, par-delà la mer glaciale, il existe un pays formidable, nommé le Vinland. C'est un endroit où la terre est fertile. Et où il fait chaud. Cette contrée est si éloignée qu'on n'y trouve ni marchands d'esclaves, ni feu de la guerre. Aucun des deux ne peut nous atteindre là-bas. Le fameux pays du Vinland. Peu importe qui est sorti vainqueur de ce combat, la seule chose qui m'intéresse, c'est ta tête. C'est Kai, comme prévu, comme promis, suite à ma review précédente sur Kingdom, j'interviens sur un des rares animés, là encore, qui peut se mettre à la table de Berserk, comme diraient certains, ou qui peut effectivement tenir debout à côté de Berserk, parce qu'effectivement, certains ont dit que Goblin Slayer pouvait se tenir à côté de Berserk, mais c'est juste le temps d'un épisode, après on revient sur un animé de fantasy classique avec son lot de harem. Sur Bastard, c'est pareil. La version Netflix est tellement édulcorée qu'on en est très 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 loin. Donc en termes de dark fantasy, on en est vraiment bien loin. Par contre, je vais vous emmener avec un voyage dans le Vinland, qui effectivement, nous allons aborder Vinland Saga aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissent pas simplement, en fait, ce manga s'inspire un petit peu de plusieurs sagas islandaises. Hein. Bon, je connais pas la langue, le Flatter Jarbork, la saga des Groenlandais, la saga des Cleux Rouges. En fait, le titre de la série renvoie à la découverte de l'Amérique du Nord par les Vikings, qui nommèrent cette terre Vinland. La découverte aurait vraisemblablement été faite par le navigateur islandais Leif Erikson autour de l'an 1000, si on veut un peu un semblant d'histoire, et qui apparaît dans le manga. Donc ce manga est assez particulier dans l'animé puisqu'il mélange un peu des personnages et événements historiques avec de nombreux éléments fictifs. Donc c'est en fait la vie de quoi ? C'est la vie d'un jeune Islandais qui s'appelle Thorfinn Thorsson, qui est le fils d'un illustre guerrier qui va voir sa vie basculer lorsque son père va être assassiné par des pirates menés par Askeladd. À partir de là, il va être animé par la vengeance. Il va suivre puis intégrer cette bande avec le désir affiché de tuer, dans un duel loyal, l'assassin de son père. Donc du coup, c'est la première partie des mangas, du tome 1 à 8, et en vérité, aussi la première saison en vérité. Tout ça va l'entraîner vers l'invasion de l'Angleterre par les Danois, au début du XIe siècle, et bien sûr, après, cette partie de l'histoire, qui est donc la première saison, aborde tout ce qui est la guerre, la politique, la religion. Bon, c'est malheureusement un peu trop d'actualité ces temps-ci, mais pas de polémique. Et ça brosse aussi un portrait convaincant, tout simplement, et humain, quelque part, de la vie quotidienne de la population de ce temps, en temps de guerre particulièrement. À partir du tome 8, donc, et notamment de la deuxième saison, arrive un deuxième arc de l'histoire qui quitte les champs de bataille et qui va partir un petit peu sur le cadre d'une propriété agricole avec un peu un arc de ferme, c'est-à-dire de remise en cause de soi, d'introspection. Il va commencer à dire que tout ne peut pas être réglé par la violence. Voilà un petit peu l'idée de qu'est-ce que ça raconte. Donc après, à chaque fois, on va avoir un certain nombre de personnages relativement intéressants. On va effectivement avoir notre héros qui va voir son père se faire tuer devant lui, qui va être assoiffé de vengeance par rapport à Askeladd. Suite à un twist que je ne peux pas raconter là, il faut voir la première saison, il va se retrouver esclave et il aura notamment fait face aussi à Knut, qui est un roi qui s'ignore, qui est un petit peu pacifiste, un peu calme, un peu apaisé, et qui va rentrer directement dans le cadre d'un règne beaucoup plus sévère, beaucoup plus dictatorial, beaucoup plus effectivement enclin de violence. Donc on va avoir dans cet animé pas forcément un face-à-face entre ces deux personnages, mais on va avoir un Thorfinn qui a toujours vécu dans la violence, qui au fil des saisons et des années
va non pas se calmer la violence, mais commencer à se dire que tout ne peut pas être résolu par cela. Et on va voir à côté de ça Knut, qui est un fils d'un roi dictateur, qui du coup était pacifiste et va vouloir tout simplement dominer un certain nombre, tout simplement dominer son territoire avec en balançant du sang sur la route sans détour. Et nous avons également un autre personnage qui s'appelle Thorkel, qui lui vit que pour la guerre, qui ne connaît que la guerre. Donc on va avoir un petit peu ces trois personnages, à la fois la vision de ces trois personnages pendant les événements, côté esclave, côté roi, côté guerrier. On va avoir le côté vraiment un petit peu vie locale, faut dire les choses comme elles sont. A priori, il y a quand même du vrai dans ce qui a été abordé. On va avoir une batterie de personnages. Alors, bien sûr, nos personnages principaux qui sont intéressants et qui sont pas totalement binaires, c'est-à-dire que c'est pas manichéen, c'est pas bien ou mal. Chacun veut arriver à un objectif pour en finir avec la guerre et effectivement, par ailleurs, l'esclavage. Chacun à sa façon. Donc, on va avoir les tempéraments de chacun, la vision de chacun qui va s'affronter. Voilà un petit peu l'idée. Après une première saison particulièrement axée sur la violence, sur les défauts de l'humanité, sur les carnages et les impacts de la guerre, de manière générale, on va avoir un deuxième arc beaucoup plus léger. Pour l'instant, en attendant la troisième saison, qui va effectivement peut être un peu rédhibitoire pour certains, après une première saison un petit peu, effectivement, pleine d'action. Maintenant, au-delà de ces deux saisons qui sont pour le moment disponibles de mémoire à la fois sur Netflix, sur Crunchyroll et même sur ADN, il me semble, du coup, l'intérêt de cette démarche, c'est quoi ? Déjà, on va rentrer dans un animé qui a une qualité graphique tout simplement excellente. Alors après, une fois de plus, je suis obligé de dire que Mappa est passé par là. Mappa a fait la saison 2, c'est quand même signe de bonne qualité. Même le 8 Studio, qui était la première saison, était pas loin d'être mauvais. Le tout est soutenu par des openings assez agréables, des endings vraiment qui nous appellent au voyage. Donc déjà, on est là-dessus. Une belle animation, des personnages effectivement assez badass, assez charismatiques, qui se posent des questions. On est quand même en mode shonen parce que ils évoluent avec leur époque, on va dire, et effectivement s'adaptent ou en tout cas font face à la situation. On va avoir vraiment, les combats sont très bien faits. Ça peut être très sanglant dans une première partie, c'est beaucoup plus profond dans une deuxième. On fait la confrontation entre l'ensemble des trois personnages à divers degrés qui ne sont pas forcément en permanence des face-à-face, permet de créer une certaine alchimie, de rendre l'animé tout à fait intéressant. Même la saison 2, qui pour certains est beaucoup plus ennuyeuse que la première parce qu'il se passe bien moins de choses, ça raconte quelque chose quand même. Alors maintenant, il faut quand même voir la première saison pour connaître. Moi, je pense que, personnellement, à titre personnel, la première saison, j'ai accroché direct. La deuxième, j'ai un peu plus de mal, j'avoue, mais c'est quand même passé parce qu'il faut... je vais pas dire qu'on est au niveau de Frieren et que ça se mérite, mais ça reste un animé de très bonne facture. Ça reste également un animé qui a changé à bien des égards la vision de l'animation et des mangas que l'on peut connaître, parce qu'on est quand même sur quelque chose d'assez dense. Ça raconte beaucoup de choses. C'est très profond par moments. C'est très profond, c'est très dense. Les personnages sont intéressants. On aime les voir évoluer et grandir, donc c'est pas forcément un signal de catastrophe ou de manga ennuyeux, loin s'en faut. Faut admettre quand même que le Thorfinn, on a plutôt l'impression parfois que c'est un Naruto-like que un viking parce qu'il se bat, mais le gars, on a l'impression que c'est Assassin's Creed en live, le gars. Donc après, on a vraiment des visions qui s'affrontent, qui se confrontent. On a de l'humanité derrière ça.
On a les conséquences sur le peuple, on a la vision de chacun qui permet vraiment d'avoir une vision panoptique, donc globale de la situation, le prix du sang, ou l'impôt du sang pour certains, on dirait. On est sur quelque chose de vraiment, mature. Donc c'est vrai que pour moi, on est plus limite sur un manga, un animé pour adultes, entre guillemets, qu'un shonen classique. Il ne demeure pas moins que ça reste quelque chose de vraiment prenant. Alors bien évidemment, faut quand même effectivement voir et faire un petit peu d'effort parfois, parce que bien évidemment, c'est pas que de la bagarre, hein, on va pas non plus faire le kikou. Ça reste très intéressant, ça reste très profond, il y a quand même de bons messages qui sont transmis dans tous les sens, effectivement, en vision de chacun. On est sur quelque chose d'assez mature, comme je dis, d'assez mûr, mais également qui est, pour certains, peut pas être très pessimiste, pour d'autres, peut pas être très optimiste. Donc là, chacun fera son combat là-dessus. Mais on est vraiment sur... Bon, après, il n'a pas encore gagné de prix, hein, il a reçu des prix en 2009, donc, et malheureusement, rien pour 2022 et 2023, mais on reste sur quelque chose de vraiment intéressant, de vraiment riche, de vraiment dense, qui va un peu plus loin qu'un simple animé lambda, qui effectivement rentre dans l'histoire, donc c'est un peu comme Kingdom, hein, on est vraiment sur... en fait... nous passer des piqûres de rappel pour voir comment l'époque était difficile, ce qu'ils pouvaient voir en fonction des saisons, comment il fallait faire face à cela, la réponse qui était la violence en ce temps. Effectivement, on est loin bien sûr des versions déformées de Vikings ou je ne sais quelle série qu'on peut voir. On est sur quelque chose d'assez clair. Clair-obscur quand même, parce qu'ils ont aussi, chacun des personnages, comme je le disais, et pas manichéen, a un petit son côté obscur qu'ils acceptent ou pas, avec beaucoup d'efforts ou pas. Donc on est sur un animé plutôt haut de gamme, plutôt dans le flow, plutôt intéressant. Donc ne jetez pas tout de suite, hein, parce qu'on est vraiment sur un animé qui, comme Kingdom, hein, pour moi, est un des rares qui effectivement peut tout simplement tenir debout à côté de Berserk là encore. En plus, la patte graphique, Mappa, bien évidemment, rajoute une couche, et même de Wit Studio, mais on voit qu'il y a vraiment une qualité de dessin, de traitement, qui est vraiment très très visible au niveau de l'animé, encore plus au niveau du manga en tant que tel. Donc moi je vous dirais, franchement, testez, ça peut valoir la peine de voir cette série. Alors bien évidemment, c'est un peu un peu quelque part comme Frieren, c'est qui tout double, même si on n'est pas au même niveau, mais vraisemblablement on reste sur quelque chose qui peut plaire à beaucoup de monde. Donc voilà, c'était mon avis sur Vinland Saga. Faites-moi un petit retour sur ma vidéo, en partage, en like, en dislike. Faites des commentaires, dites-moi ce que vous pensez de cet animé. N'hésitez pas. Et puis écoutez, à la prochaine vidéo les amis.